Bonjour à vous. Alors, je vous avais promis l'aquaponie. Maintenant, c'est le moment de vous en parler. Alors, comme vous pouvez le voir, qu'est la découverte de l'aquaponie? Donc, ce sera une vidéo qui sera orientée vers les personnes qui ne connaissent pas. Si vous connaissez déjà les préceptes de l'aquaponie, vous pouvez toujours regarder la vidéo. Hein, c'est pas grave, je vous en veux pas. Mais vous allez peut-être pas apprendre beaucoup de choses. Pour ceux qui ne connaissent pas, bienvenue. On va essayer de survoler un peu le sujet, essayer de faire une vidéo rapide. J'ai en général un peu de mal. Je suis déjà en train de partir en sucette. Alors, l'aquaponie, qu'est-ce que c'est? C'est un système de culture qui mélange deux procédés d'agriculture qu'on utilise en ce moment. L'un qui est l'aquaculture, la pisciculture, l'élevage de poissons, qui a énormément de rejets. Donc vous avez des grands élevages de poissons qui sont nourris et l'eau est chargée des déchets des poissons et elle doit être filtrée ou même jetée et remplacée. Donc énormément de rejets de ce côté-là. Et vous avez une deuxième chose qui est l'hydroponie, qui est la culture hors sol, comme la plupart des légumes qu'on mange au supermarché, qui d'ailleurs ne sont pas terribles en général, sont cultivés hors sol, donc dans de la laine de roche, dans des billes d'argile, dans les racines à l'air, ou différents types de cultures où il n'y a pas de terre. Et les nutriments ne viennent donc pas de la terre, mais de bouteilles, de produits chimiques ou même naturels. Certaines personnes le font avec des produits naturels, pas ceux que vous trouvez au supermarché, mais des particuliers qui le font avec des produits naturels. Et donc cette méthode de culture a besoin d'une entrée de nutriments. Ils doivent acheter constamment les bouteilles de nutriments. Et donc en mélangeant ces deux procédés, l'un qui crée des rejets et l'autre qui a besoin d'une entrée, on arrive à une symbiose. Des poissons qu'on élève pour manger et dont on se sert des rejets pour nourrir des plantes. Plantes qui filtrent l'eau pour les poissons. Donc on crée une symbiose. Alors je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble et j'espère que ça vous plaira. La culture se trouve dans des bacs. Dans le bac qui est au fond, le bac noir, j'ai des poissons. Poissons que je nourris et qui me font pousser ces plantes. Alors pourquoi l'aquaponie? L'aquaponie a plusieurs avantages. Le premier étant que l'eau, contrairement à un jardin traditionnel, est en circuit fermé. Dans un jardin traditionnel, quand vous arrosez les plantes, à partir du moment où l'eau passe sur les racines, la plante a intérêt à boire très très vite. Parce que l'eau va, par capillarité, s'étendre et se répandre dans toute la terre environnante, ou même juste rester à la surface, nourrir les mauvaises herbes, ou couler dans le fossé, ou même juste fuir et ne pas arroser les plantes que vous vouliez arroser. Et même si elle pénètre la terre, passer les racines, elle continue plus loin et finit dans des nappes phréatiques ou ailleurs. Là, l'eau qui n'est pas absorbée par la plante refait son circuit, se fait recharger de nutriments et revient nourrir la plante. Donc la seule déperdition d'eau se trouve être l'eau qui compose qui est dans la plante. Parce que la plante, en quelque sorte, ne fait qu'une structure, une sorte d'éponge, une maille. Et ce qui fait la rigidité de la plante, c'est que cette structure est remplie d'eau. Donc, une bonne partie des plantes qu'on retire se trouve être de l'eau. Donc ça, c'est une première perte d'eau. La deuxième, c'est l'évaporation. Quand il fait chaud, les plantes vont transpirer, entre guillemets, et donc perdre leur eau, et en général, les feuilles se ramollir et tomber. Ça, c'est quand elles manquent d'eau pour re-remplir leurs cellules, justement. Et même de l'évaporation classique. Les cailloux sont mouillés, il y a de l'évaporation, voilà. Et la dernière c'est pas une source du coup, la dernière perte d'eau, c'est éventuellement des fuites dans le système. Donc l'eau n'étant pas consommée, on estime que la consommation d'eau varie entre 5 à 10% de la consommation d'eau d'un jardin traditionnel. Ce qui, en y pensant, 90 à 95% d'économie d'eau, c'est très intéressant, surtout pour des pays où l'eau est inaccessible, ou chère, ou polluée, ou que sais-je. C'est très intéressant. Alors, écologiquement, économiquement, c'est important. Deuxième chose, comme le bac, comme vous le verrez plus tard dans d'autres vidéos où je rentrerai plus en détail sur tout ce qui est technique,
les bacs se remplissent et se vident automatiquement. Et donc, il y a un apport d'oxygène à chaque fois que le bac se vide. Donc, énormément d'oxygène, énormément d'eau chargée de nutriments. Donc, les 3 éléments nécessaires à la pousse des plantes sont délivrés aux racines. Ce n'est pas les racines qui doivent aller chercher les nutriments. Imaginez ça un petit peu comme un tapis roulant rempli de nourriture et de boissons qui tourne autour de votre lit. Vous finiriez très vite gros, je pense. C'est la même chose pour les plantes. Donc, ce n'est pas vraiment du gavage forcé, mais on ramène tout aux plantes et les plantes n'ont pas besoin d'avoir des racines énormes pour aller chercher les nutriments. L'avantage, c'est que du coup, elles ne sont pas en concurrence dans leurs racines et on peut planter beaucoup plus dense. La seule limitation dans la densité se trouve être la pénétration de lumière, parce que les plantes ont quand même besoin de lumière. Donc on peut planter quand même beaucoup plus dense. Deuxième avantage de ce système, c'est que les plantes vont pousser plus vite, puisqu'elles ont un accès constant aux nutriments, contrairement à dans un jardin traditionnel où elle va pouvoir absorber les nutriments qui sont dans la terre que quand la terre est humide. Donc apport de nutriments constant, donc une pousse plus vite, plus rapide et plus grosse. Pour une plante qui va rester, mettons, 6 mois en terre, ou en l'occurrence en débit d'argile, si pendant les 6 mois elle peut manger constamment, elle va forcément être plus grosse. Et un autre avantage qui, pour moi, est important, ne peut ne pas l'être pour certains, c'est que ce soit isolé. Je vis à la campagne, il y a des champs juste derrière la clôture, et c'est vrai que de se dire que le voisin traite ses champs, tout pousse avec des engrais, des pesticides, et toutes ces... Enfin, ça pousse pas avec des pesticides, mais c'est protégé par des pesticides et ça pousse avec des engrais et toutes ces merveilles de la technologie. Quand les personnes font le choix d'utiliser ces produits-là dans leur champ, ils ne demandent pas l'autorisation aux voisins. Ils ont le droit d'utiliser les produits qu'ils veulent. Le problème, c'est que là, leur liberté empiète sur celle des autres. Parce que du coup, même moi, si j'ai pas envie d'avoir des produits chimiques ou que mes plantes soient pollinisées par Monsanto, si le voisin a décidé que les siennes le seront, les miennes le seront aussi. Donc là, d'avoir une culture sous serre, hors sol, avec un circuit fermé, je limite déjà énormément on va dire la pollution, entre guillemets. Alors, quel type de plantes vont pousser dans un système aquaponique? C'est encore relativement débattu, puisque le système aquaponique, comme vous le voyez là, des bacs, pompes, c'est relativement récent. C'est développé depuis plus ou moins les années 80 aux États-Unis. Mais l'aquaponie, en général, est aussi vieille que le monde, à vrai dire. Ce qui a fait, par exemple, la richesse du Nil, c'est les systèmes, les préceptes de l'aquaponie. Puisque le Nil étant une rivière, il y a des poissons, c'est chargé de nutriments. Et à chaque crue, tous les ans, il me semble, on me corrigera si je me trompe, tous les ans, quand il y a une crue, l'eau chargée de nutriments monte dans les terres et inonde les terres. Et c'est ce qui a fait justement que tout poussait si bien le long du Nil. Alors ici, c'est pas tous les ans, c'est toutes les 15 ou 20 minutes. Mais oui, merci. C'est toutes les 15 ou 20 minutes. Donc, qu'est-ce qui peut pousser dedans? On estime que les légumes racines ne poussent pas très bien parce qu'on a dit que les carottes n'aiment pas avoir les pieds mouillés, ou que ça va pourrir, ou que ça va moisir, peu importe. On estime que les légumes racines n'y poussent pas. Mais ça, elles ne vont pas pousser dans de la terre humide. Là, on est vraiment dans quelque chose de très différent, qui est très bien drainé. Et il se trouve que j'ai ici des carottes qui se portent très bien, des panais qui se portent très bien, j'ai des betteraves qui ne sont pas vraiment des légumes racines, mais qui s'en rapprochent, qui se portent très bien. Et c'est vrai qu'il y a peut-être 2-3 choses qui vont mal pousser dedans. J'avais fait quelques navets qui, eux, c'est vrai, avaient tendance un petit peu à se ramollir. Mais en général, les légumes racines poussent relativement bien dedans. Après, tout ce qui est hors du sol vont pousser merveilleusement bien. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai donc, comme je l'ai dit, carottes, panais, betteraves. J'ai des tomates. J'ai aussi des gourmands de tomates que j'avais juste coupés et replantés dedans. Puisqu'ayant un apport d'eau très important, la prise de racines
est très rapide pour les plantes. Elles ont tendance à vraiment toujours reprendre. J'ai des melons, des salades, vous en verrez dans tous les jardins. Poirées ou blettes, côte de blette, côte de bête, peu importe le nom que vous voudrez lui donner. Des petits pois qui pour l'instant sont pas très beaux parce que je les laisse sécher en fait pour récupérer pour l'année prochaine. Des tomates qui se portent très bien comparées à celles qui sont à l'extérieur. Des betteraves, des fraises, encore d'autres gourmands que j'ai plantés. D'autres salades, poivrons, piment de Cayenne, très bon piment d'ailleurs. Et puis encore un autre melon. Et la dernière plante que vous avez le plus près de vous, c'est les lentilles d'eau. Alors, pourquoi les lentilles d'eau? Qu'est-ce que c'est les lentilles d'eau? Ça ressemble un peu à un trèfle, avec une longue racine qui descend et qui baigne dans l'eau. Vous voyez un peu ces longs cheveux blancs. Alors, ça, si vous avez un étang, vous devez très probablement les détester, puisqu'elles ont tendance à se reproduire très très vite. Se reproduire très vite, puisqu'il est estimé qu'avec un temps idéal, une température idéale, en 24 heures, elle double son volume. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 1 kilo, il y a du soleil, demain, vous en avez 2. Donc ça pousse très vite. Autre chose, c'est que, encore, selon les études sur lesquelles vous vous baserez, comme tous les produits miracles que vous trouverez sur Internet, vous avez beaucoup d'études qui disent beaucoup de choses différentes. Mais il est estimé, selon l'étude sur laquelle vous vous baserez, que le taux de protéines est entre 25 et... Alors ils ont dit combien? 35 ou 45%? Un taux de protéines très important. En sachant que le bœuf, c'est pour les plus mauvais morceaux, entre 16 et pour les plus bons 40% de protéines. Donc un taux de protéines relativement équivalent au bœuf. Alors pourquoi on n'en mange pas? Je ne suis pas diététicien, je ne pourrais pas vous expliquer le pourquoi du comment, mais il me semble-t-il, vous auriez des carences en calcium. Alors, est-ce que c'est que ça manque de calcium ou est-ce que quelque chose vous empêche de le fixer? Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment fait mes recherches là-dessus, et puis, désolé aux végétariens, mais j'aime la viande, donc je m'en contenterai. Mais pour moi, la meilleure façon de le manger, et comme pour beaucoup d'autres personnes qui font de l'aquaponie, c'est de manger ce qu'ils mangent. Et donc ça va aux poissons. Et les poissons mangent les lentilles d'eau. Donc c'est bon parce que c'est un très grand apport de protéines pour les poissons et ils en ont besoin pour se développer correctement. Alors pour tous les détails tels que quelle plante, quel poisson, quel système, comment le mettre en place, quel média, quel type de roche mettre à l'intérieur, c'est la filtration que j'ai oublié. Ils seront expliqués dans des vidéos futures où j'essaierai de leur développer une pleine vidéo par sujet et essayer d'être le plus complet et de vous apporter le plus de mes connaissances possibles. À savoir que le plus de mes connaissances possibles, c'est pas non plus toutes les connaissances dans le milieu de l'aquaponie, parce que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai commencé, à vrai dire. Et je vous mettrai un lien vers la chaîne d'Eric, Aquaponie pratique, même s'il y a des préceptes d'économie, on essaye d'être autonome. Aquaponie pratique, il a fait de très bonnes vidéos. Il essaie donc de démocratiser l'aquaponie. Et je parlerai de lui et de son site un peu plus tard, quand je vous parlerai de la mise en place du système, parce qu'il pourra énormément vous aider. Il a même une boutique sur son site pour vendre des produits ou des outils nécessaires. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre. Je ne sais pas si j'essaierai, j'ai tout à fait le temps d'y répondre. Vous verrez que peu de personnes regardent ces vidéos. Mais j'y répondrai dans les commentaires. Ou alors je ferai une vidéo sur le sujet. En attendant, je vous souhaite une bonne chance, une bonne formation sur l'aquaponie, sur la chaîne d'Eric et même sur d'autres sites. Et je vous encourage vraiment à mettre un système en place.